Bonjour. Notre intervention aujourd'hui intitulée La réflexion philosophique politique de Antonio Gramsci. La production intellectuelle de Antonio Gramsci s'est divisa en deux grandes périodes après et avant son arrestation. De 1914 à 1926, son activité intellectuelle est directement orientée vers les événements politiques auxquels il participe. Il recourt alors à la forme journalistique pour commenter la conjoncture politique et pour lancer des mots d'ordre. Nous retrouvons de cette période les qualités intellectuelles qui le caractérisaient, sens concret, intuition et imagination politique, etc., ainsi que les principaux thèmes qu'il développera par suite culture, homogénéité intellectuelle, etc. De 1929 à 1935, dans le geôle de Mussolini, Gramsci couvre de ses réflexions politiques une trentaine de cahiers. Les cahiers développés et enrichissaient les intuitions de la période précédente. Ici s'est révélée l'originalité, la richesse et la profondeur de sa pensée. Sans négliger les écrits de la période précédente, nous avons centré notre réflexion sur les cas derniers, car cela permettait de comprendre l'expérience vécue dans laquelle sont racinées les idées de Cadrini. Ils contiennent peu de connaissances nouvelles, lesquelles seront reprises, corrigées et développées de façon plus originelle durant la période d'emprisonnement. L'étude de la pensée philosophique politique continue dans le Cadrini soulève de nombreuses difficultés dont notre trois plus grandes résidaient dans nos avis dans l'édition et les conditions, pardon, euh, euh, les conditions de la censure et l'état de l'œuvre. Les cahiers furent publiés par l'éditeur Aynodi en 6 volumes, mais au lieu de présenter les écrits selon leur ordre chronologique de rédaction, l'éditeur découpa les cahiers pour regrouper les notes sur certains thèmes. Le caractère même de l'édition rend donc difficile une interprétation qui répondrait à toutes les normes scientifiques de genre. Pour détourner les soupçons de la censure, Gramsci camoufle souvent le nom de marxiste qu'il cite sous de pseudonymes et des terminologies classiques du marxisme, sous des expressions imprécises. Ces formulations ne posent pas de problème la signification est en évidente, par exemple, le fondateur de la philosophie de la praxis pour Marx. Mais toutes les expériences n'ont pas cette transparence et elles soulèvent alors des problèmes difficiles à résoudre. L'imprécision d'une formule est-elle due à la censure ou à un flottement dans la pensée même de Gramsci? L'emploi de telles expressions au lieu d'un concept classique d'un marxisme signifie-t-il que l'auteur veut attirer l'attention sur une réalité nouvelle et prendre ses distances par rapport aux implications de concepts classiques, ou bien est-elle simplement due à une lutte contre la censure? Même si nous tentons d'adopter à ces questions de réponse valables, elles ne peuvent cependant être catégoriques. La plus grande difficulté réside dans la méthode utilisée par le cahier, l'examen des différents sujets exprimés sous forme de notes, de fragments. Gramsci ne pouvait obtenir tous les instruments de travail, livres, articles, documents, etc. nécessaires à la conduite d'une recherche soutenue et précise. Il en était réduit à réfléchir sur les secrets disparaître et les qualités diverses qui lui
parvenir de l'extérieur et de la bibliothèque de la prison. Le thème même qu'il veut étudier et qu'il nous révèle dans ces différents plans dépend directement de la ration de cri qu'il réussit à obtenir. Sa pensée est ainsi déchirée entre le grand thème de sa recherche et les textes disparaîtres offrés à sa réflexion. Les cahiers sont donc sillonnés de réflexions discontinues, hétérogènes, tout en non se rattachant évidemment plus ou moins directement au grand thème qui le préoccupait. Gramsci réfléchit sur des objections, des objets hétérogènes en se posant des questions similaires. Cette démarche tâtonnante définit bien la méthode à laquelle on était réduit l'auteur. La prospection, démarche essentielle à toute recherche, mais démarche préliminaire qui ne trouve sa fin qu'au hors d'elle-même dans la production d'une pensée cohérente et articulée. L'interprète ne peut répéter Gramsci, il ne peut adopter sa démarche tâtonnante, car il devrait se réduire alors à transcrire littéralement ces fragments. Il doit produire ce que Gramsci n'a pas produit, une pensée articulée développée avec cohérente. Étant admettons que l'examen préliminaire et la production sont deux moments d'une recherche qualitativement différente, nous devons admettre que l'interprétation produite est autre que ce qu'a dit Gramsci. Il ne faut pas se leurrer, la pensée articulée ne se retrouvait pas telle que dans le fragment, elle n'est pas directement lisible. Il ne s'agit pas un travail d'archéologue de découvrir ce qui était déjà là sous une forme cachée. Tout ce que l'interprète peut faire est de produire une pensée articulée en s'appuyant sur les analyses partielles de Gramsci et tenter de mener à terme la recherche entreprise par l'auteur sur tel ou tel problème. Les difficultés soulevées par cette étude expliquées sans doute que même si de nombreux travaux ont été consacrés à la vie de l'auteur, on trouve peu d'interprétations d'ensemble de la pensée du cahier. L'originalité et la richesse qu'il recélait ne devaient pourtant pas être ignorées. Ils méritaient d'être étudiés. Le caractère arbitraire de toute interprétation peut être plus ou moins grand. Comment limiter cette arbitraire? Trois règles méthodologiques sont guider notre recherche. Il nous faut trouver un concept clé autour duquel articuler le concept politique important de cahier. La découverte d'un tel concept nous permettra de dégager les grandes lignes de l'architecture de la pensée politique philosophique de l'auteur. Nous avons trouvé ces pouvoirs dans la notion d'intellectuel organique. Le rôle prédominant de cette notion dans la pensée politique de Gramsci est d'ailleurs confirmé par la majorité des interprètes. Dont Bouzy, qui malheureusement n'a pas su tirer profit de cette affirmation, car il faut bien le dire directement ou indirectement, toutes les notes de cahier s'amuser autour du problème des intellectuels, et c'est la mise en relief de la fonction de ceux-ci dans le secteur de l'activité humaine qui constitue l'originalité de la pensée philosophique de Gramsci. Notre plan de travail s'était élaboré à partir de cette notion. Dans le premier chapitre, nous avons étudié le concept d'intellectuel organique, c'est-à-dire de l'intellectuel en tant que relié à des classes sociales progressives. Dans le second, l'étude de l'intellectuel traditionnel, c'est-à-dire de celui qui est relié à des classes disparues en voie de disparition, nous a permis de mieux déterminer le sens du concept d'intellectuel organique. Ces deux parties contiennent sous une forme condensée la structure et le principal concept de la pensée philosophique politique de l'auteur. Après avoir constaté
que le parti a le même caractéristique que l'intellectuel, que le parti est par excellence l'intellectuel collectif. La matière de 3 chapitres suivants sont été données définition et fonctionnement interne du parti, fonction homogénique du parti, organisation de cette hégémonie. Le parti suivant nous permet de comprendre l'horizon de la prédominance accordée par l'auteur à la fonction idéologique des intellectuels et des partis par rapport à leur fonction de domination. Ce parti rend compte rétrospectivement des chapitres précédents en fondant l'importance accordée dans notre analyse aux différents processus idéologiques. Cela nous entraîne naturellement à étudier la sphère où s'exerce l'activité prédominante des intellectuels reliés à la classe ouvrière occidentale, l'idéologie. Enfin, le 8e et dernier parti est consacré à l'étude de l'État, dont l'unité repose sur ce que le constituent les intellectuels et dont la distinction en société civile et société politique renvoie à la distinction entre les deux fonctions principales de l'intellectuel, fonction hégémonique et fonction de correction. En appendice, nous concernerons le rapport Lyon-Conseil d'usine, parti et syndicat durant la période ordinoviste de 1919-1920. Cet appendice nous a paru nécessaire car, d'une part, l'interprétation de Gramsci par les socialistes italiens prend sa source dans cette période, et d'autre part, cette idéologie de conseil exerce encore aujourd'hui une grande influence historique, théorique, notamment sur des auteurs français comme Serge Mallet et André Gorz. Ainsi, le rôle central du concept intellectuel nous permet d'articuler dans un tout l'ensemble du concepts politiques philosophiques de Gramsci. La compatibilité qui doit exister entre ce concept structuré par celui d'intellectuel nous permet de préciser de l'extérieur le sens de chacun d'eux. Dans des fragments plus étendus, Gramsci définit les principales caractéristiques de certains concepts, tel le cas notamment pour la notion d'intellectuel organique. Malheureusement, il ne le définit pas tout, mais aussi nous avons analysé soigneusement ces fragments car ils nous permettait de clarifier de l'intérieur certaines notions centrales chez Gramsci. Ces définitions complétées bien celles que nous avions déjà esquissées en déterminant le rôle de chacune des notions dans la structure conceptuelle globale de l'auteur, par un jet de va-et-vient entre la définition issue de l'organisation interne du concept et celle donnée par la place occupée par la structure notionnelle. Nous sommes parvenus à préciser le sens de chacun des concepts politiques utilisés par Gramsci. Enfin, troisième règle, tout tenant compte de la cohérence interne du concept et de leur compatibilité, nous avons essayé de rendre compte du marxisme des fragments. Nous avons centré notre recherche sur le cahier. Ce faisant, nous opposons à toutes les interprétations récurrentes qui constituaient à rendre le Gramsci de cahier, celui de période de 1919 à 1920, les socialistes italiens, ou à celui de la période 1921 à 1926, les communistes italiens. Nous croyons que le Gramsci de cahier doit trouver son expérience dans les cahiers et non dans les écrits antérieurs. Nous avons toutefois utilisé les écrits du Gramscien d'avant l'emprisonnement dans la mesure et dans la mesure seulement où il pouvait éclairer et compléter les affirmations de cahier. Dans notre travail, nous insistons sur l'analyse interne de l'œuvre de Gramsci. Nous avons supprimé le plus possible les critiques que nous pourrons faire
et la conclusion acceptée, nous sauvons d'écarter la comparaison possible entre l'œuvre de Gramsci et celle d'autres marxistes afin de ne pas masquer par une analyse externe la pensée propre à l'auteur. Cette prédominance accordée à l'analyse interne sur l'analyse externe fait donc essentiellement de notre travail une monographie d'auteur. Nous devons aussi faire remarquer que euh, le cahier étant un ensemble de notes disparates, nous avons dû souvent extraire la pensée de l'auteur des analyses concrètes qu'il ébauchait. Gramsci n'ayant pas en main le matériel nécessaire pour approfondir et mener à terme ces analyses. Nous ne devons jamais le prendre comme critère pour évaluer sa pensée. Au cours de ce travail, nous rapporterons quelquefois certaines analyses concrètes de Gramsci, non pas comme preuve de la valeur de sa pensée, mais pour l'éclairer et pour extraire de ces analyses sa méthode, son idéologie. Nous aurions pu supprimer les contradictions en trouvant le plus petit commun dénominateur entre les fragments, mais cette démarche nous aurait conduit à vider la pensée gramscienne de son originalité. Nous avons préféré nous situer à l'intérieur même des contradictions pour voir dans quelle mesure elles sont ou nécessaires ou illusoires ou surmontables. Cette démarche pour résoudre les contradictions disparaît en grande partie dans le résultat final qui représente une pensée cohérente et articulée. Nous avons préféré cette méthode d'exposition à celle qui aurait considéré à poser les contradictions puis à les résoudre. Les concepts renvoyant de façon circulaire les uns aux autres, nous avons repris chacun d'eux selon la nécessité de l'exposition dans des perspectives différentes, tout autant essayer de supprimer les répétitions inutiles. Cependant, lorsque certains textes s'est révélé particulièrement chargés de sens, nous les avons cités aussi souvent que notre étude l'exigeait. Enfin, nous nous sommes servis aussi souvent que possible de la traduction partielle des œuvres de Gramsci publiées aux éditions sociales. Cette édition est aussi bien faite. Nous devons cependant souligner qu'elle ne contient aucun texte de la période ordinoviste sur le très important problème du conseil d'usine et qu'elle ignore le texte philosophique qui est sans doute le plus important de l'auteur. La science, l'idéologie scientiste, la traduction de cahier est assez difficile qu'il s'agit de rendre en fait en un français correct de notes que Gramsci a écrites d'Angers en de longues phrases souvent et mal articulées. À l'exemple du traducteur des œuvres chinois, nous avons essayé par respect pour la pensée de l'auteur de nous rapprocher le plus près possible du texte italien, même si cela devait donner lieu à une expression française un peu lourde. Par ailleurs, nous avons toujours donné, en plus des références de l'éditeur de l'édition française, lorsque celle-ci était utilisée, les références de l'édition italienne. Nous ne serons trop insistés sur le fait que si une pensée riche ne peut recevoir d'interprétation définitive et la pensée de Gramsci est complexe et riche, l'état fragmentaire et prospective de réflexion de Cailly condamne encore plus fortement à une interprétation qu'une des interprétations possibles. Nous aurons atteint le but poursuivi. Ce travail incite le lecteur à aller au texte même de Gramsci, à explorer cette pensée inquiète, émouvante, et à en tirer sa propre interprétation. Voilà notre intervention intitulée La réflexion philosophique politique de Antonio Gramsci est terminée. Merci bien de votre attention.